Vous êtes mes personnes favorites. Comment j'étais aussi chanceuse. Je vais pleurer. Alors, on adore ton livre. Nous sommes parmi tes plus grands fans. Cool. Anne va nous parler aujourd'hui de Apprendrais-tu un poisson à grimper à un arbre? Le titre vient d'une citation très célèbre d'Einstein, c'est-à-dire « Oh, c'est quoi maintenant? Maintenant, mon cerveau est mort. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. » Waouh! Du mot à mot. Allô, c'est mon cerveau. Ce livre parle d'un sujet que j'adore absolument, c'est le sujet des X-Men et des gens qui sont neurodivergents et tous ces handicaps dont on les a affublés, plein de choses dont en fait, ça s'ouvre grand à un monde tellement différent avec des nouvelles idées, des nouveaux outils et une toute nouvelle façon d'aborder ce groupe extraordinaire de personnes. Donc, bienvenue Anne, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis si heureuse d'être là. Il faut que je dise, il y a 9 ans, je pense que c'était en 2014, tu te souviens? On était à Venise, Diva. Et Gary nous a parlé de faire quelque chose avec ses enfants. Et ce n'est pas ce qu'on pensait que ça serait. Et c'est tellement plus grand encore. C'était juste les prémices, ces petites graines qu'on plantait. Toi, tu as créé cette spécialité extraordinaire qui s'appelle X-Men. Et j'ai fini d'écrire ce livre que Gary et Dane avaient commencé et qu'ils essayaient d'écrire depuis 5 ans, de terminer. Et puis, j'avais des tas d'histoires pour ajouter à ça. Et puis, Julia, je me souviens, juste après ta première classe, à première classe de 7 jours, vraiment, vous m'êtes vraiment très cher, alors merci beaucoup. Ma mémoire est tellement merveilleuse. Mon souvenir, pardon. Quand j'ai rencontré Access, X-Men, c'était ce truc, c'était un sujet qui m'avait complètement épatée. J'aurais jamais imaginé que ça s'appliquerait à moi. Il faut que je te raconte l'histoire. Il y avait un prof qui était passé à 3 étages. J'ai rien compris. Pardon. J'ai une audition vraiment extraordinaire. Donc, je suis sensible au son, mais j'entends aussi des choses que je ne devrais pas. Donc, je peux entendre. Donc, je savais quand mon prof arrivait et je savais que je devais quitter le bâtiment parce que je savais qu'il arrivait. Jill était super aussi. C'était un petit garçon à qui Jill parlait et puis tout d'un coup, il regarde vers le ciel et puis il la regarde à nouveau. Et puis, il y a un avion qui passe et puis il dit, tu savais qu'il arrivait, n'est-ce pas? Et il fait, ouais. Donc, bienvenue au monde des X-Men. Et apprendrais-tu un poisson à grimper à un arbre et votre productrice va passer en mode X-Men. Sinon, ça ne va pas le faire. J'ai encore une histoire, Diva. Oui, bien sûr. C'est dans le livre. Il y a des années, Gary m'a demandé si je pouvais mettre sur pied une école. On a fait une école en ligne, ça a duré 1 an. De nouveau, ça ne s'est pas présenté comme on pensait. Ça a changé beaucoup, les enfants qui y étaient. Il y avait ce petit gamin qui vivait en Alaska, qui avait 8 ans. Et Diva, on avait les vendredis fun. Et on parlait des super pouvoirs. Je crois qu'il s'appelait Cooper, si je me souviens bien. Et il bavardait, il racontait des trucs à Diva, des trucs incroyables qu'il avait fait. Et Diva a dit, alors Cooper, est-ce que tu dirais que c'est un super pouvoir? Et il a fait, non Diva, c'est pas un super pouvoir, ça c'est juste ce que je fais. Bienvenue dans le monde de ces enfants. Ils sont tellement
magiques et ils n'ont aucune idée de à quel point ils sont spéciaux, dans le sens formidable. No, I mean, yeah, I mean, I know that for me, Je sais que pour moi, I sent you a je t'avais envoyé video this morning. une vidéo ce matin d'une dame McDowell, who is actually number one qui est man with Simone Milasas, and she numéro 1 avec Simone Milasas. Elle a fait une vidéo sur comment, quand elle a lu Apprendre-tu en passant à grimper un arbre la première fois, elle a pleuré, pleuré, et à quel point ça avait touché sa vie et reconnu quelque chose en elle qui n'avait jamais été reconnu nulle part. Et c'est pour ça que j'adore son livre, c'est parce qu'il reconnaît, et ça a reconnu quelque chose en moi que je ne reconnaissais pas et qui n'était reconnu nulle part. Et j'en avais vraiment, vraiment besoin. Et ça a créé, je pense que pour moi, et je sais que beaucoup d'entre vous qui ont lu ce livre avaient la même chose. Il y a dans ces domaines de ma vie où c'était vraiment confus, et il y avait beaucoup de problèmes, de traumas, de drames, de difficultés, ou un manque de compréhension. Alors, je ne pouvais même pas regarder ces domaines de ma vie. Et puis, après avoir lu ce livre, ça m'a donné l'information dont j'avais besoin pour commencer à avoir de la clarté dans tous ces domaines que rien d'autre ne pouvait me procurer. C'était sur comment je fonctionne en tant qu'X-Men, comment beaucoup de ces choses, comme on disait, que je pensais qui étaient un tort chez moi, qui étaient mal chez moi, étaient en fait des capacités. Et c'est encore un chemin pour moi de trouver quelles sont ces capacités et d'avoir de la clarté sur la façon d'être ces capacités plutôt que de les utiliser contre moi et d'avoir des difficultés avec ces capacités. Oui, et l'une des choses, j'ai travaillé avec tellement d'enfants, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'avais un cabinet clinique j'ai eu un cabinet clinique pendant plus de 30 ans et je me suis spécialisée surtout pour la thérapie familiale et des enfants. Et l'une des choses qui sont vraiment vraies pour toute personne à qui on a donné tort d'être qui il est, c'est ce sentiment de honte d'être qui il est et de ne pas être qui tout le monde pense qu'il devrait être. Et ce sentiment de honte et de culpabilité, par exemple, si j'étais seulement une meilleure personne, ceci ne se serait pas passé, j'aurais pas eu cette mauvaise note ou on m'aurait pas rionné. On ne se serait pas moqué de ma maman à cause de ce que j'ai dit ou tous ces trucs-là. Est-ce que je peux lire ce paragraphe? Oh, Anne, Betty m'a donné des instructions. Est-ce que tu peux lire très lentement pour les traducteurs? Oui, d'accord. Si souvent, la conclusion, c'est que les enfants qui ne rentrent pas dans le moule doivent apprendre à se comporter et pour qu'ils puissent fonctionner comme s'ils étaient normaux et moyens et comme tout le monde. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ne sont ni normaux ni moyens. Mon point de vue, c'est qu'en leur demandant d'être ça, on fait deux choses. On leur dit qu'il y a quelque chose qui cloche chez eux et on leur demande d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Ce paragraphe-là qui réduit, en fait, wow, n'est-ce pas? Exactement. C'est vraiment puissant d'identifier la honte et la culpabilité que beaucoup d'enfants vivent, ou beaucoup de gens vivent quand ils ne peuvent pas rentrer dans le moule standard. Ne fût-ce qu'identifier ça en soi, c'est très guérisseur. Ouais. Et de pouvoir aussi faire changer tout ce qui est un tort en eux, en quelque chose qui est un super pouvoir et une capacité qu'ils ont et que les autres n'ont pas, comme les capacités de diva pour l'audition. Ce petit gars, j'avais probablement les mêmes capacités parce que je pense qu'il
il dit, il avait entendu l'avion avant qu'il n'arrive et que les autres puissent l'entendre. And truth be told, Et pour vous dire la the vérité, greats in the world all had a touch of this. les quoi? Huge dose. Well, and the thing that I love that in Pardon. the book too, Ce que j'adore aussi dans le livre, c'est que the kind of like overarching message is that what if there's nothing? What if there's nothing? le message de base, excusez-moi, c'est qu'il n'y a aucun tort. On vient avec toutes ces étiquettes, ces troubles, ces ADD, TDA, TDAH, TOC, les bipolaires, etc. Il y a toujours ce sentiment de oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu as dit à un moment dans le livre, on voudrait, ce n'est pas des besoins, des enfants aux besoins spéciaux, mais aux talents spéciaux. On les appelle X-Men, qui sont des mutants qui utilisent leur super pouvoir au bénéfice de l'humanité. Et je pense que c'est tellement merveilleux. Ça amène une perspective tellement dynamiquement différente sur eux et ce sujet. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'ils sont tellement l'opposé, ils sont exactement à l'opposé de la façon dont ils sont perçus ou vus par les autres. Il y a parmi eux les êtres les plus gentils de la planète, et super conscients des autres d'une façon qui est vraiment époustouflante. On les voit interagir dans des grands groupes de personnes où ils paniquent ou à cause de quelque chose que quelqu'un a dit ou fait. Temple Grandin, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas entendu parler d'elle ou vu le film, je vous recommanderais vraiment on vous recommanderait toutes les trois de faire ça. C'est cette femme qui avait une mère qui était extraordinaire. On l'avait diagnostiquée d'autisme sévère. Est-ce qu'elle n'est pas vétérinaire? Temple Grandin? Est-ce qu'elle n'est pas vétérinaire? Je sais qu'à l'Université de Colorado, et dans leur elle fait peut-être autre chose, mais elle est une voix immense pour l'autisme. Ce que sa mère lui a dit quand elle avait 4 ans, c'est qu'il y avait quelque chose qui clochait vraiment chez elle et qu'il faut qu'on la place en institution. Et sa mère lui a dit non, je ne vais pas faire ça. Et puis elle l'a fait. Ah non, elle ne l'a pas fait. Et l'une des choses que Temple dit quand elle décrit ses enfants, c'est que vous ne trouverez jamais aucun enfant plus loyal qu'un enfant autiste. Et c'est mais ils ont beaucoup de mal à s'attacher aux personnes, mais une fois qu'ils le font, ils ne lâchent plus. Et c'est vrai. Et c'est tellement différent de la façon dont les gens qui ont, entre guillemets, de l'autisme sévère sont perçus comme socialement bizarres, inadaptés, détachés, tout ça. Et en fait, en dessous de tout ça, ça n'est pas vrai du tout. Je voulais simplement, donc elle a eu son diplôme en comportement animal de l'Université d'Illinois et elle enseigne aujourd'hui dans l'État du Colorado. Elle a révolutionné toute l'industrie des abattoirs, en fait, aux États-Unis, parce qu'elle percevait la façon dont les vaches avaient conscience de la lumière, du son, du mouvement, des bruits. Donc, elle a pu comprendre comment les vaches fonctionnaient. Et pour n'importe qui d'autre, il n'écoutait pas d'informations des vaches de la même façon. Donc, elle avait accès à un monde d'informations complètement différent. Et donc, Gary Douglas, le fondateur d'Access,
qu'il a dit à l'époque sur les gens qui ont l'autisme, c'est que leur cerveau fonctionne d'une façon très similaire à celle des animaux. Donc, ce dont Diva parlait, c'est que c'est vraiment vrai. Sort of I don't know whether, like in the lingo, it's called a self-soothing technique. Donc, on parle d'un mécanisme de survie ou de réconfort. Les enfants autistes qui s'agitent ou se détachent complètement, et c'est une façon de se reconnecter avec eux et avec leur corps. C'est surtout avec les animaux et en particulier les chevaux parce que leurs cerveaux sont très similaires. Il y a des tonnes d'histoires. Il y a beaucoup d'endroits de thérapie par les chevaux pour les enfants autistes et des camps et toutes sortes de choses comme ça. Et les histoires sont... Donc, les enfants vont rester avec les chevaux, puis vont s'endormir dans l'herbe d'une façon qu'ils ne font pas dans leur lit. Et le fait d'être à l'extérieur, d'être dans la nature et de vraiment littéralement être allongé sur le sol, d'entendre le vent, d'être avec les chevaux, etc. Il y a des preuves scientifiques qui offrent une base à ça. Vous pouvez rechercher ça sur Google, mais il y a des tonnes de recherches qui ont été faites là-dessus aussi. Ils sont différents, ils sont spectaculairement merveilleux. Je ne sais pas, à chaque fois que j'y pense, j'ai envie de pleurer. Je voulais te poser une question sur quelque chose que je pense qui est vraiment l'un des fondamentaux de travailler avec ses enfants et ses adultes. Et donc, tu parles dans le livre, c'est la question. Et le chapitre sur créer une culture de la question. Donc, on a parlé de ça à travers les différentes interviews. On a parlé avec Gary Douglas aussi. En fait, tu sais, il dit la finalité d'une question, c'est de créer de la conscience et pas une réponse. Est-ce que tu peux parler un peu de créer cette culture de la question et l'impact que cela a sur cette population d'X-Men? L'une des choses que les gens dans mon domaine et dans le domaine de la psychothérapie et de la santé mentale aussi, pour tenter de comprendre ce qui se passe, les gens sont étiquetés et ils sont abattus par ces étiquettes. Ah non, ils sont catégorisés. Et donc, la base, c'est d'avoir une bonne réponse. C'est ça qui se passe, c'est ça que ça veut dire, ça, c'est ça. Poser une question, une vraie question, par rapport à une déclaration avec un point d'interrogation derrière, c'est pour créer de la conscience. Donc, ma question avec ces enfants en séance de thérapie ou en parlant aux parents, c'est « je me demande bien ce que c'est ça. Je suis une chercheuse depuis tellement longtemps, je suis curieuse de nature. Et depuis que je suis thérapeute, je suis fascinée par les gens et pas ce qui cause, même pas ça, mais comment ils sont arrivés à être qui ils sont. Et c'est quoi leur vision là-dessus, qu'est-ce qu'ils captent eux et qu'est-ce qui les amène là. Donc, ce que j'encourage les parents et les enseignants qui travaillent avec ces enfants, c'est de vraiment poser une question de qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe en réalité ici? On a une amie qui est géniale. Il est génial. Je crois qu'il est Lugar. Je pense que son QI dépasse tout. Oui. On l'a étiqueté comme ayant des besoins spéciaux quand il était à l'école. On l'a mis dans une classe avec des enfants qui fonctionnaient vraiment à un niveau très bas et qui avaient des problèmes comportementaux. Et on l'avait mis là parce qu'il était vu comme lent. La raison pour laquelle il pensait qu'il était lent, c'est parce que quand il lui posait une question, il ne répondait pas instantanément.
Et la façon dont il décrit ça, c'est non, il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête, j'étais pas sûre quel élément je devais choisir. Mais en fait, ce qui s'est révélé, c'est que son QI est absolument hors norme, il est génial. Je peux même pas le décrire. Et la question, par exemple, quand quelqu'un n'est pas verbal ou qu'il ne répond pas, c'est qu'est-ce que c'est? Et de vraiment, avec les enfants, leur donner l'espace et la bande de fréquence pour se connecter d'une façon à laquelle eux peuvent se connecter et pas comment on s'attend à ce qu'ils, ou on attend qu'ils se connectent. Et c'est tellement puissant ça, parce qu'en fait, faites un contact visuel. Non, jamais contact visuel avec eux. Et c'est de ça qu'on parle aussi dans le livre, c'est les choses à faire et à ne pas faire. C'est pas un signe d'irrespect, c'est un mécanisme de survie. Ils doivent pouvoir ne pas regarder pour rester dans la même pièce que vous. Désolée, je voulais pas t'interrompre, Diva. Non, pas du tout. Ce livre est tellement, comme tous ces livres dont on a parlé aujourd'hui, c'est un univers tellement vaste. S'il y avait une chose que tu voudrais vraiment exprimer ou dont tu voudrais parler sur le livre, que tu penses qui a créé un impact énorme, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu dirais aux gens? Le cadeau du livre, c'est il offre un point de vue tellement différent sur ses enfants et leurs parents. Et ce que j'adorerais que les parents commencent à considérer, c'est qu'ils n'ont rien fait de mal. Ils ne sont pas en tort. Ce n'est pas à cause d'eux que leur enfant est comme il est. Leur enfant est comme il est parce que c'est comme ça qu'il est. Et je pense qu'en partie, la culpabilité, la honte, c'est un truc générationnel. Il y a quelque chose qui cloche chez moi. J'ai cet enfant qui est tellement bizarre. Et si j'étais un meilleur parent ou une meilleure personne, je n'aurais pas donné naissance à quelqu'un qui lutte comme ça, qui souffre comme ça. Non, n'allez pas là, vraiment, n'allez pas là. Et l'une des choses que j'adore par rapport à Temple Grandin, c'est à quel point elle est gentille. Tu sais, Diva, quand tu lisais sur le bétail, etc., pour ceux d'entre vous qui ont vu le film, on voit ça, mais jusqu'au moment où Temple Grandin a réorganisé ça, la façon dont le bétail était amené à l'abattoir était tellement inhumain et sa gentillesse et son manque, en fait, son absence de trauma et de drame et mélodrame émotionnel a permis d'apporter ce qui était vraiment requis pour que ce soit quelque chose de beaucoup plus humain. Et pour les parents, avoir ce degré de gentillesse, il faut qu'ils l'aient pour eux-mêmes, vraiment. Parce que ça commence par vous, en tant que parents. On peut parler des enfants, on peut parler des adultes, des poissons, des X-Men. Je pense que l'une des choses les plus difficiles sur la planète, c'est d'être un parent, premièrement. Et puis, deuxièmement, d'être un parent d'un enfant qui est différent et qui ne rentre pas dans le moule. Diva avait la bonne terminologie. Qu'est-ce que c'était? Neurodivergent. Ouais, c'est un bon terme, ça. Oui, un nouveau blob qui comprend toutes les boîtes où on essaie de les mettre. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, Anne. Avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça me fait réaliser qu'il faut que je relise le livre. Et aujourd'hui, ce soir, je vais regarder Temple Grandin.
Il faut que je le regarde à nouveau parce que c'est tellement beau et puissant. Génial. Merci beaucoup et merci à tout le monde maintenant et dans le futur.